Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition de lundi, on essaye de vous présenter une tournée dans le monde de la presse africaine, de reportages concernant les actualités politiques. Enfin, un reportage qui va jeter un peu plus de lumière sur features ou quelques traits caractéristiques, que ce soit concernant un artisan, que ce soit concernant un festival ou des traditions au sein de notre cher continent Afrique. Donc tout d'abord, nous devons commencer par la tournée dans la presse africaine. Et cette fois-ci, on trouve que Le Matin a écrit, je cite, « Au moins 19 civils ont été tués dans la nuit de vendredi à samedi par des terroristes radicaux Shebab dans le centre de la Somalie, dans une nouvelle attaque meurtrière 2 semaines après un spectaculaire assaut sur un hôtel de Mogadiscio. Selon des chefs de clan et des officiels locaux, les terroristes ont arrêté au moins 8 véhicules, minibus de voyageurs et des camions circulant sur une route entre les villes de Beledweyne et Maxas, qu'ils ont regroupés puis brûlés après en avoir tué les passagers au niveau du village d'Afar et d'Irdod. Quant au site internet de Jeune Afrique, il a écrit « Après des mois de vacances du poste, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a nommé le diplomate sénégalais Abdoulaye Bathily, émissaire de l'ONU en Libye. C'est ce qu'on a annoncé les services de l'organisation le 2 septembre. L'ancien ministre sénégalais a précédemment été représentant de l'ONU en Afrique centrale, conseiller spécial du secrétaire général pour Madagascar ou encore représentant spécial adjoint pour la mission de l'ONU au Mali. Proposé dès le 15 août, comme l'avait révélé Jeune Afrique, le Sénégalais avait vu sa nomination rejetée par la Libye dans un premier temps. Radio France Internationale a annoncé 2 nouveaux affrontements meurtriers ont éclaté dans l'état du Nil Bleu, région du sud-est du pays frontalière de l'Éthiopie entre le groupe Barta et Hausa. Selon un organisme gouvernemental, 18 personnes ont été tuées, 23 blessées dans ces violences. Bien sûr au Soudan, 2 violents combats avaient déjà eu lieu en juillet avant qu'une trêve soit conclue. Africa News nous a montré cette nouvelle. 3 des 49 soldats arrêtés le 10 juillet dernier et écroués mi-août au Mali ont été libérés samedi à titre humanitaire. Il s'agit essentiellement des femmes du contingent ivoirien que Bamako accuse de tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Ces femmes ont aussitôt regagné Abidjan samedi soir. Le président togolais, qui assure la médiation, a salué cette décision des autorités maliennes. Donc, pour avoir plus d'explications en ce qui concerne les 3 soldats libérés par Bamako à des fins humanitaires, vous devez être très fidèle à notre collègue Dalia Karam pour avoir plus de détails, mais aussi plus d'explications. Le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Dussey a déclaré lors d'une conférence de presse à Lomé que le président de la transition du Mali, Assimi Goïta, a accepté de procéder à la libération de certains prisonniers. Le magistrat en charge de l'affaire a approuvé la libération des 3 soldates et l'abandon des charges contre elles. Ces femmes ont aussitôt regagné Abidjan samedi soir. Le président togolais, qui assure la médiation, a salué cette décision des autorités maliennes. Par ailleurs, les autorités ivoiriennes ont promis de s'engager à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. Dans ce dossier du déploiement du contingent ivoirien, l'ONU avait reconnu des dysfonctionnements dans une note adressée au gouvernement malien et a admis que certaines mesures n'ont pas été suivies.
Monsieur Ducey a poursuivi que les discussions sont en cours pour que très rapidement les autres soldats en détention puissent retrouver leur liberté totale. Sujet à discuter pendant les prochaines minutes. Il s'agit de la deuxième édition du Forum Égypte et Coopération Internationale qui se tiendra au nouveau Capitale du 7 au 9 septembre. Il s'agit d'un rassemblement mondial exceptionnel auquel prendront part plusieurs pays de la région du Moyen-Orient de l'Afrique, des institutions de financement international, des partenaires de développement, des parties pertinentes des secteurs publics et privés et de la société civile pour examiner le renforcement de l'action commune destinée à réaliser le développement durable. Dalia Karam et les explications. Après ça, ça sera bien sûr le ton pour analyser les grandes questions, les grands points concernant ce sujet, concernant encore une fois l'Égypte qui organise la deuxième édition du Forum pour la coopération internationale. Sous le patronage du président Abdel Fattah al-Sisi et à 60 jours de la COP27, à la deuxième édition du Forum Égypte Coopération Internationale, Égypte ICF se tiendra au nouveau Capitale du 7 au 9 septembre. Le forum est organisé par le ministère de la Coopération internationale en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Finances et le ministère de l'Environnement avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique comme co-organisateur. La ministre de la Coopération internationale, Mme Rania Al-Mashat, a déclaré que la deuxième édition de l'Égypte ICF est d'une importance particulière car elle sera lancée avant la COP27 et comprendra une réunion des ministres africains des Finances, de l'économie et de l'environnement pour discuter de messages et de visions fédérateurs afin de mobiliser les efforts en vue de la journée de la finance. Mme El-Mashat a expliqué que le forum discutait de diverses questions de développement urgentes, notamment la stimulation de mécanismes de financement innovants et mixtes pour financer des projets et pour accroître la participation du secteur privé alors que nous passons des promesses à la mise en œuvre. Les activités de la deuxième édition de l'Égypte ICF comprendront des panels, des ateliers, des tables rondes et des formations auxquelles participeront les entités concernées. Les objectifs de l'Égypte ICF sont conformes aux principaux objectifs de la COP27 qui inclut le passage des promesses à la mise en œuvre au niveau mondial. À cet égard, le forum met en avant de grands thèmes, la mobilisation des financements et l'accès au financement, le financement des projets d'adaptation et les actions nationales. Il convient de noter que la première édition de l'Égypte ICF s'est tenue l'année dernière et a vu la participation de 1500 représentants de gouvernements d'Afrique, d'Europe et d'Amérique latine, des partenaires de développement multilatéraux et bilatéraux du secteur privé et de la société civile. La recommandation finale du forum de la première édition inclut la coopération multilatérale, le renforcement de la coopération sud-sud et triangulaire, les mécanismes pour faire avancer le programme de développement durable, la stimulation du secteur privé et la transition vers l'action climatique. Donc l'Afrique est le continent le moins contributeur en matière d'émissions de carbone, bien qu'il soit le plus touché par ces émissions. Donc pour répondre à plusieurs autres questions concernant cette deuxième édition de Forum égyptien de la coopération internationale, Égypte ICF, nous sommes rejoints à travers la ligne de l'Internet international par M. Raouf Ghafar, notre analyste politique et économique. M. Raouf Ghafar, bonjour. M. Raouf Ghafar. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que ce forum peut trouver une solution aux séquelles dont souffre l'Afrique au niveau, bien sûr, des changements climatiques? Cette conférence, c'est la seconde conférence. Elle vise vers la transformation au vert, certainement, et puis comment trouver une solution avec le changement climatique. Comme vous l'avez dit dans votre mot, le continent africain, c'est le continent qui a plus souffert du changement climatique, bien que il est le moins à participer dans la cause de ce changement climatique. C'est justement toutes les institutions de développement et de financement
dans tout le monde, ce groupe ici, pour justement parler comment donner un coup de main à l'Afrique pour l'aider à se transformer vers le vert, surtout dans les domaines d'énergie, eau et surtout nourriture. Oui. Monsieur Raouf Gaffar, quelle est l'importance de rallier tous les efforts dans la quête de la réalisation de développement durable et équitable? Et j'ai une autre question. Quel est le rôle qu'assument les grandes instances internationales pour aider les pays en développement afin de relever les défis de changement climatique? Je veux dire que ça, c'est une situation gagnante des deux côtés. C'est-à-dire quand les institutions ou les pays industrialisés, riches, etc., aident les pays moins industrialisés et moins riches, les deux bénéficient. Donc, c'est une occasion pour se mettre d'accord sur le financement de différents projets, ce qui va rendre service et aux pays qui recevront ces aides et ces financements et aux pays qui vont donner ces aides et ces financements. Donc, c'est le temps que tout le monde s'unit pour justement combattre ce phénomène et essayer de rendre notre planète un peu plus propre pour l'avenir. Oui. Et quelles sont, selon vous, les recommandations prévues que peuvent être adoptées par les ministres africains participant à ce forum et bien sûr, et qui peuvent plutôt aider à formuler une position africaine effective lors de la COP27 qui se tiendra en Égypte en novembre prochain? Bon, moi, je veux dire que c'est important que les pays africains restent ensemble et ils discutent comment ils peuvent échanger leur expertise, comment chacune offre des ressources qui existent dans leur pays et les méthodes les plus efficaces de utiliser et exploiter ces ressources. Que ce soit bilatéral, que ce soit multinational, etc. Mais le principe, c'est que chaque pays sait exactement ce qu'il a et ce qu'il veut. Et quand on reste ensemble, on discute et puis on se complémente de façon à ce que tout le continent aboutit à une intégration acceptable à tout le monde. Et quand le développement prend lieu, c'est un développement global dans tous les pays, c'est-à-dire le plus possible en même temps. Alors, nous avons la conférence d'ici quelques semaines. Il faut se préparer et faire un devoir comme quoi les pays qui vont participer dans cette conférence, et ils sont nombreux, doivent savoir exactement ce qu'ils veulent de façon à ce qu'ils aboutissent à des solutions raisonnables à tout le monde. Oui. Est-ce que vous pouvez jeter plus de lumière sur le rôle de l'Égypte concernant ces tentatives visant à rapprocher de plus en plus les positions africaines afin de créer un front africain uni lors de prochains sommets de COP27? Premièrement, l'Égypte a fait un retour formidable vers l'Afrique et maintenant elle assume des responsabilités énormes envers les pays africains sur le plan augmentation d'investissements égyptiens dans les pays africains. Des compagnies égyptiennes exécutent pas mal de projets dans ces pays. On ne tarde pas à leur présenter notre expérience et nos expertises. En cas où malheureusement il y a des défis, où il y a des problèmes, on ne manque pas à leur donner les aides médicales ou autres. Donc l'Égypte a une responsabilité envers le continent africain. Oui. Surtout que maintenant que nous allons ôter cette conférence, le COP27, qui est excessivement importante, à mon opinion la plus grande, la plus importante conférence de cette année. Donc il faut se préparer et il faut présenter une Afrique presque unie qui présente son cas à tout le monde et qui demande que tout le monde participe à un développement global du continent.
Oui. En fait, on parle justement ces jours-ci, notamment dans ces conférences, de financement ou les instruments, ou comment même renforcer les instruments de financement innovants et durables et qui visent également à réduire les déficits de financement de la transition verte. Ma question porte sur quels sont ces instruments de financement innovants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, maintenant, nous avons la banque Africa Exim Bank, donc export-import africain. Nous avons la banque de développement africain, nous avons la banque mondiale, nous avons l'FMI. Donc, toutes ces institutions ils sont là et ils se mettent d'accord pour offrir comme vous l'avez dit, des initiatives qui sont pas mal nouvelles, des méthodes de financement qui soient adaptables par ces pays à long terme et étant donné que les banques africaines sont dans le dos des pays africains, je pense que les institutions internationales ne manqueraient pas à offrir ce qu'ils peuvent justement pour aider les pays. Et chaque pays a un cas différent, c'est-à-dire un pays qui peut être riche en ressources humaines, d'autres en ressources naturelles, en ressources minérales, etc. Donc, c'est d'après ces institutions de s'adapter dans chaque pays sur la méthode la plus efficace pour justement le développer et exploiter les ressources disponibles. Oui. Monsieur Raouf Ghafar, merci beaucoup pour de tels éclaircissements, de telles explications de votre part concernant les points et les questions clés qui vont être débattues, proposées pendant ces conférences de forum ou pendant ce forum Égypte ICF 2022 concernant la coopération internationale de financement de développement. Donc, encore une fois, merci. Il ne me reste qu'un seul petit reportage qui est de Feature qui va vous montrer à partir du Nigeria une application technologique alerte sur le changement climatique. Dalia Karam. Un groupe de jeunes filles nigérianes